Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Alors vous vous souvenez sans doute de ce tableau exposé au Palais de Tokyo. On avait reçu Carl Zéro ici à ce sujet, une œuvre, enfin si on peut appeler ça comme ça, d'une artiste suisse Myriam Kahn qui représente un enfant à genoux et ligoté forcé de faire une fellation à un adulte. Eh bien sachez que l'association Juristes pour l'enfance a décidé le 31 mars dernier de porter l'affaire devant le Conseil d'État pour faire retirer le tableau, ou en tout cas au moins interdire l'exposition aux mineurs, ce qui aurait pu relever de la normalité pour beaucoup de monde. Eh bien sachez que le Conseil d'État a rendu sa décision ce vendredi par l'intermédiaire du juge Thomas Andrieux et qu'il a décidé de maintenir la situation en l'état. Le tableau reste donc accessible à tous, y compris aux enfants. Alors qu'est-ce qui est passé par la tête de ce Conseil d'État? On va essayer de le comprendre avec Aude Mirkovic ce matin. Bonjour Aude Mirkovic. Bonjour. Donc vous êtes juriste, maître de conférences en droit privé, porte-parole de cette association Juristes pour l'enfance qui a donc porté cette affaire devant le Conseil d'État. On va citer quelques-uns de vos livres, auteur de La PMA, un enjeu de société aux éditions Artege, et dernièrement Questionnement de genre chez les enfants et les adolescents, également aux éditions Artege, qui est un ouvrage collectif. Peut-être qu'on peut revenir ensemble, avant de parler de la décision, sur la raison pour laquelle vous avez saisi ce Conseil d'État et les motifs que vous avez invoqués pour faire interdire cette exposition. Oui, alors comme vous l'avez dit, le tableau représente une scène de viol d'un enfant, une scène crue, explicite, puisque c'est une fellation imposée par un homme nu à un enfant nu ligoté les mains dans le dos. Et ça, déjà, ça tombe sous le coup de 2 infractions pénales qui sont pas là pour rien, qui sont là pour protéger l'enfance. La première, c'est la représentation, la diffusion d'une scène de pédopornographie, qui est là pour éviter, cette infraction vise à éviter de diffuser dans la société cette espèce de culture du viol de l'enfant, de cette représentation, pour éviter de la suggérer, de l'entretenir. Donc c'est pour protéger l'enfant, l'enfance et les enfants en général, d'être l'objet de la prédation sexuelle des adultes. Et puis la deuxième infraction, c'est le fait de diffuser de la pornographie de telle manière qu'elle soit accessible à la vue d'un mineur. Donc, étant donné que cette exposition est toujours publique, et gratuite même pour les mineurs, étaient caractérisées. Et gratuite pour les mineurs, c'est-à-dire l'exposition, l'accès à l'exposition. Alors en plus, bon, nous avons donc déposé une plainte au pénal pour ça. Mais le temps que l'affaire suive son cours, nous avons voulu mettre fin en urgence à cette situation et nous avons donc saisi le juge administratif d'une procédure qu'on appelle un référé-liberté. Et là, nous avons caractérisé une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, puisque d'une part, des enfants sont susceptibles, et d'ailleurs ont vu cette toile qui est extrêmement violente pour eux, et deuxièmement, cette toile est exposée au public et elle contribue à banaliser, à diffuser cette culture du viol de l'enfant comme une représentation que l'on peut diffuser dans la société. Bon, jusque-là, ça n'a pas l'air outre mesure choquant, mais votre action, en tout cas, je veux dire, par rapport à la situation choquante de ce tableau. Mais que vous a donc répondu le Conseil d'État? Alors, à nous, il n'a rien reproché. Simplement, il a rejeté notre requête. Il a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, dans la mesure où l'intention de l'artiste était de dénoncer les scènes de guerre, comme si l'intention personnelle d'une personne pouvait justifier de commettre des infractions. Donc voilà. Et puis deuxièmement, le Conseil d'État s'est fondé sur le fait que aucun mineur visitant seule l'exposition n'avait été signalé, ce qui est déjà faux, puisque justement la presse a relayé le constat de classes entières qui sont venues en voyage scolaire visiter cette exposition et des enfants livrés à eux-mêmes dans l'exposition à visiter tout seul l'exposition, puisque le professeur leur avait dit « Allez-y, on en parlera après ». Et en plus de ça, le Conseil d'État a relevé qu'aucun incident né de la présence d'un mineur devant le tableau en cause n'a été recensé. Donc je ne sais pas ce qu'attend le juge. Est-ce qu'il attend il attend quelques années que des enfants confrontés à ce tableau expliquent de quelle manière ça a ruiné leur enfance et ruiné leur vie pour qu'on prenne la mesure de la situation? Vous savez, un petit peu comme on l'a fait
avec la pédophilie en général. Il a fallu les livres de Camille Kouchner, de Vanessa Springora, qui ont raconté 30 ans plus tard, justement, de quelle manière leur vie d'enfant avait pu être dévastée par l'inconséquence des adultes et le discours irresponsable en matière de pédophilie. Ben voilà, on a l'impression qu'on est revenu pratiquement à la case départ et qu'il y a à nouveau cette espèce, je ne sais pas si on peut parler de naïveté ou de complaisance. Les juges ne veulent pas comprendre que la protection de l'enfance est susceptible de mettre des limites en matière de représentation de la sexualité. Oui, et puis on sait à quel point l'art, par le passé, a pu contribuer à légitimer ou à essayer de légitimer des pratiques pédophiles. Alors on pense évidemment à l'affaire Gabriel Matzneff, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et donc vraiment, on a l'impression que voilà, ces juges-là n'ont toujours pas compris que la protection pour l'enfance, en tout cas, c'était une barrière morale qui était suffisante normalement à interdire, ou en tout cas à limiter l'art dans la société. On a l'impression qu'il justifie la liberté de l'art d'artiste pour justifier et légitimer des pratiques pédophiles. C'est ça, c'est-à-dire que la liberté artistique, elle est réelle, mais elle n'est pas le seul élément en cause. Et en effet, par le passé, dans les années 70-80, on a vu comment les plateaux télévisés accueillaient avec complaisance des pédophiles sous prétexte à l'époque de littérature. Eh bien, aujourd'hui, nous avons cette fois-ci l'art, la peinture, qui sert de prétexte, donc pas avec les mêmes intentions, mais peu importe les intentions, le résultat est là. Et il y a à nouveau cette complaisance. On a l'impression que dès qu'il s'agit de sexualité, ici de pornographie, eh bien les juges sont complètement tétanisés et ils sont incapables de prendre une décision. Et en plus de ça, en matière de pédophilie, à l'époque de Matzneff, etc., certains juges considéraient qu'en effet, des jeunes filles de 11 et 13 ans pouvaient donner un pseudo-consentement à un acte sexuel avec un adulte. Et encore en 2017 et 2019, on avait des juges qui osaient écrire ça dans leurs décisions. Il a fallu une loi, la loi de 2021, pour écrire noir sur blanc dans le code pénal qu'il n'est pas possible qu'un mineur de 15 ans puisse donner un consentement à un acte sexuel avec un adulte. Mais là, la loi, elle existe déjà. On n'est même pas en train de réclamer une loi, puisque le code pénal sanctionne justement la diffusion de la pédopornographie et la pornographie accessible aux mineurs. Donc, on demandait en fait finalement juste au juge d'appliquer la loi qui existe déjà et il n'a même pas été capable de faire ça. Donc, on voit vraiment que la protection de l'enfance, ce sont de belles paroles, mais qui ne sont pas suivies d'actes. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec les discours du gouvernement sur la protection des mineurs contre la pornographie en ligne. C'est bien de reconnaître enfin que l'exposition à la pornographie est extrêmement violente et dévastatrice pour les enfants. Mais enfin, les sites sont toujours en ligne, accessibles sans contrôle à n'importe qui, et on attend toujours les actes. Mirkovic, j'aimerais revenir aussi sur, justement, voilà, vous avez parlé dans ce communiqué de presse et vous les avez encore nommés dans votre prise de parole, ces décisions curieuses évidemment du Conseil d'État de 2017 et de 2019 où effectivement il considère comme possible et probable qu'une fillette de 11 et 13 ans a pu exprimer un consentement sexuel. C'est vrai que c'est peut-être pas, nos auditeurs en tout cas ne connaissent pas ces décisions. Est-ce qu'on peut peut-être revenir un petit peu dessus juste pour expliquer un petit peu le contexte aux auditeurs ? Oui, alors il s'agissait de décisions de juge d'instruction à l'époque, puisque c'était en matière pénale, en matière de viol sur mineur. Et donc, on avait des affaires dans lesquelles des adultes, d'âge divers, qui avaient eu une relation sexuelle avec une fillette de 11 ans ou 13 ans, et sous prétexte que la petite ne s'était pas débattue, n'avait pas crié, ne s'était pas défendue, eh bien, les juges avaient considéré qu'elle était consentante. Et donc, ils avaient refusé de caractériser les faits de viol pour ne retenir que l'infraction beaucoup plus légère d'agression sexuelle. Donc, nous nous sommes battus, nous et beaucoup d'autres, pendant des années pour expliquer qu'un consentement d'un enfant à un acte sexuel avec un adulte était une illusion, que ce n'était pas possible, que l'enfant n'avait pas la capacité, n'avait pas la maturité pour comprendre de quelle manière est-ce qu'un acte sexuel peut engager toute sa personne et de quelle manière ne pouvait pas réaliser, même si un enfant sait éventuellement ce qu'est un acte sexuel, il ne peut pas donner un consentement valable. Et il a fallu donc, parce que qui est-ce qui a emporté le morceau, même en matière politique, finalement ce sont des personnes comme Camille Kouchner avec son livre La Familia Grande, justement qui a raconté de quelle manière son beau-père avait violé son jeune frère pendant des années. Il s'était pas débattu, et on considérait à l'époque que les enfants pouvaient être consentants. Et aujourd'hui, vraiment, l'artifice et l'hypocrisie d'une telle prétention apparaît au grand jour, à tel point que la loi même a fini par en prendre acte. Mais on voit qu'on revient de loin en matière de protection de l'enfance contre la pédocriminalité. Et là, cette décision du Conseil d'État,
est inquiétante parce qu'elle montre que la société n'a pas encore pris la mesure de l'enjeu et que la justice ne veut pas protéger les enfants sérieusement. Et justement, alors c'est inquiétant, et en plus vous expliquez dans votre communiqué de presse que cette décision se fait en totale contradiction avec la teneur de l'audience. Alors pourtant, voilà, l'audience avait l'air de s'être bien passée. Comment il y a eu vraiment un décalage entre la décision et l'ambiance qu'il y avait dans l'audience à ce moment-là? Oui, en fait, on a une audience qui était... Alors, autant devant le juge administratif du tribunal administratif de Paris, franchement, l'audience n'avait pas été bien menée. Elle n'avait pas permis des échanges vraiment constructifs et ordonnés. Autant devant le Conseil d'État, le juge avait très bien mené les débats. Les points avaient été abordés un par un pour que chacun puisse exprimer son point de vue. Donc, on avait vraiment eu l'impression de pouvoir faire valoir nos arguments, d'avoir été écoutés. Et nous étions assez confiants, parce que quand même, je vous rappelle que nous avons le code pénal pour nous. Eh bien, cette décision, vraiment, pour nous, est inexplicable. D'ailleurs, elle était attendue le jeudi à 15h. Elle est arrivée de manière, on ne sait pas pourquoi, tardive, 24 heures plus tard. On ne sait pas ce qui s'est passé. Nous ne comprenons pas cette décision inique, tout simplement. Et est-ce qu'il vous reste quand même, alors il y a une procédure pénale en cours aussi, est-ce qu'il vous reste d'autres voies éventuellement pour faire interdire cette exposition et protéger les enfants ? Alors, nous sommes en train de les explorer. De quelle manière est-ce qu'on pourrait éventuellement s'adresser aux juridictions européennes? Parce qu'il y a notamment une directive européenne qui définit qui vise à lutter contre la pédopornographie et qui définit la pédopornographie comme tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé. Donc, on a clairement au niveau européen un texte qui qualifie cette œuvre de pédopornographique. Mais est-ce qu'on va trouver une façon de s'adresser ou pas à ces juridictions? On est en train d'étudier ça. Mais enfin, ce que je voudrais dire, c'est que là, la justice est défaillante, malheureusement. Mais la protection de l'enfance, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de tous. Donc, si les personnes qui nous écoutent sont choquées, elles ont raison de l'être, mais il ne faut pas en rester là. C'est-à-dire qu'à nous de protéger les enfants. Et c'est vrai qu'il faut les prémunir, il faut arrêter de relativiser, de banaliser cette sexualisation à outrance de la société, cette diffusion de la pornographie partout, comme s'il fallait s'y résigner et comme si finalement on n'avait pas grand-chose à faire. Voilà, les parents, il faut être extrêmement vigilants avec nos enfants. Tout le monde, tout le monde peut s'y mettre. C'est-à-dire que, évidemment, ce serait mieux si la justice faisait son travail. Mais en l'occurrence, la protection de l'enfance, nous pouvons tous essayer d'y apporter notre petite pierre. Effectivement. Donc, Jeunesse pour l'enfance fait ce qu'elle peut. Il y avait d'autres associations avec nous, Porno Stop, face à l'inceste, Innocence en danger, donc des associations de victimes qui savent de quoi elles parlent. Donc les associations, elles agissent, mais enfin, toute la société est concernée par cette espèce de banalisation de la sexualisation des enfants. Ça passe par l'éducation sexuelle à l'école. Et tout ça, en fait, il faut être vigilant et il faut reprendre la main sur tout pour protéger les enfants. Absolument, on appelait à la responsabilité citoyenne pour pallier à ce manque de responsabilité de la justice. Merci beaucoup en tout cas Aude Mirkovic, on suivra évidemment avec vous les évolutions de cette situation. Je rappelle donc que vous êtes juriste, maître de conférences en droit privé, porte-parole de cette association des juristes pour l'enfance qui a voulu porter de l'affaire devant le Conseil d'État, et vous êtes auteur de La PMA, un enjeu de société aux éditions Artege, et dernièrement Questionnement de genre chez les enfants et les adolescents, un ouvrage collectif également aux éditions Artege. Merci beaucoup Aude Mirkovic.